Alors, la prochaine oratrice nous vient aussi de Paris. Donc, bienvenue, Dr Séverine Ledoux, dans au club des amis de l'Asmédian. Je pense que c'est la première fois que vous êtes invité par l'Asmédian. Et en tout cas, chez nous, il n'y a pas de conférenciers étrangers, c'est des conférenciers internationaux et de pays amis. Madame le professeur Dr Séverine Ledoux, elle est responsable médicale du Centre intégré nord-francilien de prise en charge de l'obésité. Elle est chef du service des explorations fonctionnelles à l'hôpital Louis Mourier à Paris. Et elle est enseignante de physiologie, de nutrition, d'endocrinologie à l'université Paris-Cité. Et ses principales thématiques de recherche, c'est le tissu adipeux, l'inflammation, l'obésité, les peptides intestinaux, les conséquences nutritionnelles et digestives de la chirurgie bariatrique. Et à ce titre, il va justement nous parler de chirurgie bariatrique. Quel est le devenir de ces diabétiques ayant subi ou bénéficié de chirurgie bariatrique concernant la rémission et la récidive de leur diabète. À vous la parole, docteur Séverine. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre invitation. Je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui et merci aussi pour la gentille introduction. Voilà, donc je vais effectivement vous parler de diabète et chirurgie bariatrique. Donc le titre, c'était rémission et récidive, et vous allez voir que cette notion de rémission pose problème et qu'on a finalement très très peu de données sur les récidives. Voilà, donc les questions en fait que je vais poser avec vous aujourd'hui, c'est quels sont les effets de la chirurgie sur le diabète ? Quel type de chirurgie doit-elle ou peut-elle être proposée aux patients diabétiques? Et pour quels patients, lesquels auront le meilleur ratio bénéfice-risque? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a d'autres alternatives thérapeutiques? Donc là, je vous fais une petite introduction, mais je pense que je ne vous apprends rien. Donc vous savez que la prévalence de l'obésité a beaucoup augmenté dans le monde et que donc les derniers chiffres en 2022 montraient qu'une personne sur 8 dans le monde était en obésité, avec une répartition qui est assez hétérogène, comme vous le voyez sur le schéma de droite, mais qui touche en fait l'ensemble, enfin cette augmentation touche l'ensemble des pays et un peu plus importante chez la femme que chez l'homme. Donc le diabète également augmente dans nos populations et représente dans la population mondiale actuellement environ 10,5% de la population. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on n'est pas très bon pour contrôler cette maladie, puisque 52% des diabétiques de type 2 ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont mal contrôlés. Il n'y a que 19% qui ont un LDL dans l'objectif et 19% qui ont une pression artérielle dans l'objectif. Donc non seulement on ne sait pas bien traiter le diabète, mais on ne sait pas bien non plus traiter les autres comorbidités associées. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'obésité et le diabète ne sont pas complètement congruentes, puisqu'il n'y a que 20% des patients en obésité qui ont un diabète de type 2. Ça, c'est une notion importante aussi. Voilà, donc un petit rappel rapide sur les indications de la chirurgie bariatrique. Alors, en France, la Haute Autorité de Santé a très récemment actualisé les indications, mais qui restent à peu près les mêmes, sinon que les comorbidités qui permettent le recours à la chirurgie bariatrique ont été un petit peu modifiées. Donc jusqu'à présent, avant de parler de chirurgie métabolique, on parlait donc de chirurgie bariatrique avec donc des indications pour un indice de masse corporelle supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec des comorbidités, mais toujours en seconde intention après échec d'un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 à 12 mois. Avec une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire d'au moins 6 mois et chez des patients qui sont informés et qui ont accepté la nécessité d'un suivi à long terme, puisqu'on sait que les perdus de vue sont quand même le problème majeur à l'heure actuelle, et chez des patients qui ont bien sûr un risque opératoire acceptable avec un certain nombre de contre-indications, soit somatiques, soit aussi psychologiques, psychiatriques.
Voilà, donc vous connaissez sans doute aussi les différentes techniques, en sachant que l'anneau gastrique ajustable a été pratiquement abandonné à l'heure actuelle dans le monde, et que la chirurgie la plus réalisée dans le monde est la sleeve gastrectomie, qui consiste donc à réduire simplement la taille de l'estomac. Le bypass gastrique est la deuxième intervention réalisée dans le monde, qui est une procédure mixte avec une dérivation intestinale. Et puis les autres techniques sont beaucoup moins répandues, beaucoup plus anecdotiques. Donc en 2021, comme vous voyez, il y avait 600 000 interventions dans le monde, donc une majorité de sleeve gastrectomie. Et on sait aussi que les femmes sont surreprésentées, parce que l'obésité est un peu plus fréquente chez les femmes, mais il n'y a pas une différence telle, alors qu'il y a 80% de femmes dans les candidats à la chirurgie bariatrique. Donc rapidement aussi, donc ça c'est dans la population générale, pour l'instant pas dans le diabète. On sait que ça diminue l'ensemble des comorbidités associées à l'obésité, comme le diabète, les dyslipidémies, les hypertensions, les syndromes d'apnée du sommeil, hein, donc avec des proportions très très satisfaisantes, et qui varient un petit peu en fonction des techniques. Plus la technique est invasive, plus on va perdre de poids, plus les comorbidités vont diminuer. Et on sait aussi que maintenant on a quand même du recul. Là c'est la SOS Study sur 20 ans, avec donc une perte de poids, un petit rebond, mais une perte de poids qui se maintient quand même dans le temps. Alors bien sûr, il y a le revers de la médaille, une certaine mortalité qui est quand même relativement faible, hein, de l'ordre de 0,1% en moyenne, donc surtout pour la sleeve gastrectomie, un peu plus importante quand la chirurgie est plus invasive, avec donc des complications péropératoires classiques, et notamment l'embolie pulmonaire chez les patients en obésité, et puis également des complications spécifiques dans le bypass, surtout les occlusions, les ulcères anastomotiques, dans les sleeves, les fistules gastriques. Et puis à plus long terme, dans les bypass, surtout les déficits en vitamines, hein, qui peuvent poser problème si les patients sont perdus de vue, avec des risques d'anémie, de troubles neurologiques, d'ostéopénie. Et puis dans les sleeves, plutôt des problèmes digestifs de reflux gastrique, mais il y a moins de carences. Voilà, donc le bypass est globalement plus efficace, mais avec un peu plus de complications à long terme. Donc là, on est toujours hors diabète, enfin pas hors diabète, mais dans la population globale. On a bien montré maintenant qu'il y a un net gain il y a plusieurs études qui ont montré une baisse de la mortalité, que ce soit avec le bypass ou la sleeve gastrectomie, mais avec des patients qui certes ont un gain de survie, mais qui restent quand même, qui ont un taux de mortalité qui est quand même plus élevé que des patients qui n'auraient jamais été obèses et qui n'auraient pas été opérés de chirurgie bariatrique. Mais malgré tout, hein, vous voyez qu'il faut opérer environ 60 patients pour éviter une mort, ce qui est quand même assez puissant. Voilà, donc on va maintenant rentrer plus dans le vif du sujet, dans le diabète. On a beaucoup d'études observationnelles qui vont montrer que le diabète réduit le risque de diabète et surtout entraîne une rémission du diabète. Là, vous avez la rémission ici et ici le risque de diabète donc, dans la SOS Study. Mais donc, dans la SOS Study, il y avait très peu de bypass et puis des chirurgies qu'on ne fait plus actuellement comme la gastroplastie verticale. Mais donc avec les techniques plus récentes comme le bypass notamment, ou même la sleeve, hein, il y a des données également, où il y a des rémissions importantes du diabète. Il y a aussi des études randomisées versus prise en charge médicale qui montrent la même chose. Donc on a quand même des arguments puissants pour dire que la chirurgie bariatrique entraîne une rémission du diabète dans un grand nombre de cas. Par contre, donc ça c'est à court terme, ici à 1-2 ans, mais ce qu'on voit, hein, c'est qu'à plus long terme, on le voit également ici, il y a beaucoup de récidives du diabète et ça c'est très important que les patients soient avertis que leur diabète peut récidiver au bout de quelques années. Hein, vous voyez ici, donc à 10 ans, 50% de récidives des diabètes qui étaient rentrés en rémission grâce à la chirurgie. Alors, ceci dit, à défaut de rémission, on peut avoir quand même une amélioration de l'hémoglobine glyquée, comme vous le voyez ici sur la figure de gauche, que ce soit la sleeve ou le bypass par rapport au traitement médical, hein, entraîne un meilleur contrôle du diabète, une meilleure hémoglobine glyquée, mais également, et ça c'est très important probablement pour le risque cardiovasculaire, également une amélioration des paramètres lipidiques et de la pression artérielle après chirurgie.
Et puis, on note aussi une baisse du nombre de traitements antidiabétiques. Vous voyez ici, seulement 2% chez les contrôles pris en charge médicalement versus 25%, 40% de patients qui sont sans traitement, même s'ils ont toujours un diabète, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une hémoglobine glyquée au-dessus de 6,5, mais ils n'ont plus de médicaments. Il y a aussi une baisse des médicaments à visée cardiovasculaire et vous voyez que quand même, ce n'est pas négligeable pour la qualité de vie, un arrêt de l'insuline dans 60% des cas. Alors, c'est pas tout de faire baisser la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Il faut aussi démontrer que la chirurgie a un effet sur les complications à long terme. Donc pour ça, on n'a que des études de cohorte. Comme il faut quand même une grande quantité de patients pour arriver à montrer un effet, on n'a que des études de cohorte, mais qui sont quand même assez puissantes et qui montrent donc une baisse des complications microvasculaires, que ce soit la néphropathie, la neuropathie ou la rétinopathie diabétique, et de manière très significative, comme vous le voyez ici, en sachant cependant que l'amélioration rapide des glycémies après la chirurgie peut entraîner une aggravation de la rétinopathie diabétique, comme on le voit dans d'autres circonstances. Donc ça a été décrit, mais malgré tout, le bénéfice sur la rétinopathie, malgré ces éventuellement aggravations initiales, est quand même, vous voyez, à long terme ici, favorable. C'est pareil pour les complications macrovasculaires. La chirurgie bariatrique chez des patients diabétiques va diminuer le risque vasculaire. Donc ici, c'est une étude, vous voyez, sur aussi un grand nombre de patients, mais il y avait essentiellement des bypass gastriques. Et on voit donc une baisse de l'ensemble des complications macrovasculaires, que ce soit les événements coronariens, les accidents vasculaires cérébraux, et vous voyez aussi sur la mortalité avec quand même un delta qui est assez impressionnant. Cependant, il faut aussi la temporiser sur le fait que les patients qui ont un diabète sont plus à risque au niveau de l'opération et ont quand même une surmortalité opératoire avec un risque relatif qui est compris entre 1,5 et 2 en gros. Donc voilà, il faut qu'ils passent le cap. Une fois qu'ils ont passé le cap, ils ont des bénéfices, mais il faut quand même savoir qu'ils sont plus à risque et il est recommandé donc de mieux équilibrer le diabète avant l'intervention avec des seuils qui varient selon les sociétés savantes entre 8 et 9%. Et au-delà, donc c'est une contre-indication à opérer le patient. Il faut d'abord l'équilibrer. Voilà, malgré tout, vous voyez que le gain de survie calculé pour une patiente qui a un diabète qui a 45 ans, donc son gain de survie calculé est de l'ordre de 7 ans, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel type de chirurgie on va proposer aux patients. Est-ce qu'il vaut mieux faire une sleeve, un bypass, un autre type de chirurgie? Alors, ce qui est sûr, c'est que la rémission du diabète varie en fonction des techniques. Et vous voyez que plus la technique est invasive, plus le patient perd du poids et plus le diabète va rentrer en rémission. Après, est-ce que c'est lié à la technique ou est-ce que c'est lié simplement à la perte de poids? Il y a un grand débat là-dessus. Donc, ce qui est montré, c'est que il y a un certain nombre d'études randomisées, donc bypass avec dérivation intestinale versus sleeve gastrectomie, qui est une chirurgie purement restrictive, où finalement, on ne retrouve pas de différence tellement sur l'hémoglobine glyquée ou sur la rémission du diabète. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les patients qui ont eu un bypass par rapport aux patients qui ont une sleeve gastrectomie ont plus de chances d'arrêter les médicaments. Voilà, ils perdent aussi un petit peu plus de poids, ce qui est un peu attendu. Donc il y a d'autres études avec des suivis à plus long terme. Ce que là je vous ai présenté, excusez-moi, je ne vous l'ai pas précisé, c'était une étude à 1 an seulement, mais qui avait la puissance d'être randomisée. Mais on a d'autres études à plus long terme qui semblent montrer un petit bénéfice également du bypass par rapport à la sleeve, bien que, vous voyez, ce soit... donc là, c'est sur la perte de poids, l'hémoglobine glyquée, et sur le nombre de traitements, bien que ça semble assez modeste. Voilà, donc il y a tout un tas de théories sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que je n'ai pas le temps, qui laissent penser que peut-être le fait de faire un court-circuit, de faire un bypass, pourrait avoir un effet propre sur l'équilibre glycémique.
comme notamment l'augmentation de la sécrétion de GLP-1, donc des incrétines, la néoglucogénèse intestinale, le circuit modifié des acides biliaires, le microbiote, le remodelage intestinal. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, là, donc en fait, toutes ces théories en fait ont été élaborées sur le fait que le diabète rémissionne très très rapidement quand on fait une chirurgie bariatrique, et que donc on se disait le patient il n'a pas eu le temps de perdre du poids, donc c'est pas la perte de poids qui fait que le diabète entre en rémission. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit ici, donc c'est une étude qui avait été faite où ils avaient pris les patients avant-après et ils avaient donné à manger en calories pendant 10 jours aux patients la même quantité de calories que ce qu'ils arriveraient à manger en post-opératoire immédiat. Et ce qui montre ici, c'est que finalement, quand on met les patients en restriction calorique sévère, finalement, ils ont les mêmes baisses de glycémie qu'en post-opératoire immédiat. Et donc, c'est peut-être plus la restriction calorique qui va entraîner une rémission très rapide du diabète. Et l'autre étude, donc à beaucoup plus long terme, donc c'est dans la SOS Study où ils avaient classifié les patients par perte de poids. Et ce qu'ils montraient, c'est que quelle que soit la technique, alors c'était l'ancêtre de la sleeve, là, qui était la gastroplastie verticale calibrée, mais qui était un peu comme une sleeve, le bypass ou l'anneau, quand on stratifie sur la perte de poids, finalement, l'amélioration des glycémies, le taux de rémission du diabète est équivalent, ou l'insulinémie, sont équivalentes dans les différents types de chirurgie. Donc, on n'a pas d'argument pour dire, enfin, pas d'argument fort pour dire que telle ou telle chirurgie a un effet propre sur la rémission du diabète. Voilà, et donc la dernière question, c'est quelle chirurgie bariatrique serait la meilleure? Et donc, il y a tout un tas de paramètres qui ont été montrés comme influençant la rémission du diabète après la chirurgie, comme l'hémoglobine glyquée, l'âge, la durée du diabète, l'intensité du traitement, c'est-à-dire combien on a de médicaments, est-ce qu'on a de l'insuline. Et en fait, tous ces facteurs sont des facteurs négatifs, c'est-à-dire que plus le diabète est ancien, plus il est grave, moins on va rémissionner. Et inversement, plus on a une obésité, c'est-à-dire un facteur d'insulinorésistance, plus la perte de poids sera importante, plus le peptide C sera élevé au départ, plus on a un taux de rémission, plus le taux de rémission sera élevé. Donc voilà, la rémission finalement est surtout liée à la fonction bêta résiduelle et à la variation de poids. Après, il y a d'autres facteurs, peut-être qui interviennent comme des facteurs socio-économiques, mais voilà, peut-être qu'elles interfèrent avec ces facteurs-là, mais c'est les facteurs principaux. Donc il y a des scores de rémission qui ont été établis pour essayer de déterminer quels patients seront le plus à même d'être en rémission du diabète. Mais en fait, la question qui se pose et que je vous pose, et on pourra en débattre après, finalement, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'avoir un tout petit diabète avec une hémoglobine glyquée à moins de 7 avec 2 comprimés de metformine, et là, on a toutes les chances, évidemment, d'entrer en rémission? Ou est-ce que c'est plutôt quand on a 10% avec 15 médicaments et qu'on s'en sort pas, qu'il faut opérer les patients, même s'ils ne rentrent pas en rémission, s'ils améliorent leur diabète? Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui auront le plus de bénéfices? Je pense que la question a jamais vraiment été posée comme ça, mais néanmoins, c'est finalement là-dessus que se basent les recommandations, qu'elles soient américaines ou françaises. Vous voyez ici que finalement, quand on est mince, on n'a probablement aucun bénéfice à faire une chirurgie bariatrique. Quand on a une obésité sévère, l'obésité en soi justifie la chirurgie bariatrique. Et quand on est entre les deux, c'est peut-être quand on a un mauvais contrôle ici du diabète qu'on va pouvoir considérer une chirurgie. Et donc cette fois-ci, dans l'obésité de classe 1, c'est-à-dire inférieure à 35, on parle de chirurgie métabolique qu'on va faire pour le diabète et pas pour le poids. Donc la chirurgie métabolique a fait l'objet de recommandations internationales, mais également en France en 2022. Et donc elle peut maintenant être proposée en France aux patients atteints d'une obésité de grade 1, donc avec un IMC entre 30 et 35, qui n'ont pas atteint leurs objectifs glycémiques malgré une prise en charge médicale bien conduite d'au moins 1 an. La discussion sera prise avec le patient
après une discussion en RCP, et cette RCP doit impérativement inclure le diabétologue, parce que les chirurgiens, ils ne font pas forcément la différence entre un diabète de type 1 et type 2. J'espère qu'il n'y a pas de chirurgien dans la salle. Mais on a vu des type 1 opérés avec en fait un bénéfice qui est en général pas très bon. Donc les techniques, toutes les techniques peuvent être proposées, puisque pour l'instant, on n'a pas vraiment d'argument pour que telle ou telle technique fasse mieux, et les contre-indications sont les mêmes que pour la chirurgie bariatrique. Voilà, alors juste pour vous dire, ces recommandations reposent en fait sur des données extrêmement fragiles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études dédiées dans l'obésité de grade 1. La plupart des études qui ont été utilisées dans les méta-analyses pour justifier la chirurgie métabolique, en fait, reposent sur des études où il y a différentes techniques, différentes durées, différents types d'obésité, différents grades d'obésité, ce qui fait que on n'a quand même pas des données extrêmement solides, mais malgré tout, on voit que la rémission, le taux de rémission du diabète est toujours ici en faveur, dans toutes ces études, en faveur de la chirurgie métabolique versus le traitement médical, et qu'on n'a pas montré de différence, d'effet de la classe d'obésité sur le taux de rémission du diabète. Le bénéfice demeure, quel que soit, ou sur l'amélioration du diabète, la baisse de l'hémoglobine glyquée ou la baisse des traitements. Le bénéfice existe, quelle que soit la classe d'obésité. Voilà, il reste des incertitudes. Est-ce que, par contre, chez les patients en surpoids, il y a un bénéfice? Pour l'instant, c'est plutôt non la réponse. Quand on finit par baisser trop l'IMC, la chirurgie métabolique n'a plus beaucoup d'intérêt. Est-ce que les facteurs pronostiques dans l'obésité de classe 1 sont les mêmes que dans l'obésité de classe 2? On ne sait pas. Enfin, ou 2 ou 3, on ne sait pas. Et la technique à privilégier, on ne sait pas. Et puis, les autres questions, est-ce que, comme dans la population diabétique, mais avec un IMC supérieur à 35, est-ce qu'on a les mêmes bénéfices sur la mortalité, sur les complications du diabète, sur la qualité de vie? On ne sait pas. En tout cas, vous avez vu au début il faut continuer à suivre ces patients parce qu'il y a beaucoup de récidives du diabète. Et en pratique, je ne sais pas comment c'est au Maroc, mais en tout cas en France, on a très très peu de diabétologues qui nous adressent des patients pour des chirurgies métaboliques, voire pas. Finalement, les patients ils viennent plus nous consulter pour leur obésité, mais pas pour leur diabète en général. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de temps, mais quand même encore 5 minutes. Donc l'autre question qui se pose, c'est est-ce que la chirurgie finalement fait mieux que les nouveaux traitements de l'obésité? On avait jusqu'à présent le sémaglutide 1 mg, et là, oui, la chirurgie métabolique fait mieux que le sémaglutide 1 mg. Il y a des études qui l'ont montré. Par contre, on n'a pas de données par rapport au sémaglutide 2,4 mg et le tirzépatide 15 mg, alors qu'on sait que ces molécules, finalement, diminuent le risque cardiovasculaire, que ce soit le sémaglutide ou aussi même les inhibiteurs de SGLT2 améliorent le risque cardiovasculaire. Donc, est-ce que comment ça vient en balance par rapport à la chirurgie métabolique? Et le petit dernier, le tirzépatide, entraîne une rémission, une baisse de l'hémoglobine glyquée de plus de 2 points et une baisse à la plus forte dose de 15 mg, une baisse une perte de poids de l'ordre de plus de 20%. Donc voilà, est-ce que finalement il ne faut pas plutôt utiliser ces molécules? On n'a pas d'études comparatives randomisées entre la chirurgie bariatrique ou métabolique et ces molécules pour l'instant, donc on n'a pas la réponse. Et puis, par contre, en termes de coût-efficacité, vu le coût de ces traitements à l'heure actuelle, il est certain que la chirurgie, pour l'instant, a un bénéfice économique. Alors, dans l'obésité de classe 2 et 3, ça c'est certain, et dans l'obésité de classe 1, c'est peut-être un petit peu moins évident, mais il y a aussi d'autres nouvelles techniques qui émergent, comme l'endosleep par voie endoscopique, qui semblent avoir un meilleur coût-efficacité que les médicaments. Voilà. Donc pour finir, cette chirurgie ne se conçoit pas sans une prise en charge pré- et post-opératoire, que ce soit la chirurgie bariatrique ou la chirurgie métabolique, et donc a fortiori s'il y a un diabète. Il y a un certain nombre de
de précautions à prendre. Donc déjà, dans le bilan des complications préopératoires, il est recommandé de faire un fond d'œil qui a moins de 3 mois avant la chirurgie pour, justement, s'il y a une rétinopathie sévère, éviter son aggravation. Mais également, il y a des complications spécifiques. Ces patients sont plus à risque cardiovasculaire. Ils ont aussi plus fréquemment des gastroparésies qui peuvent entraîner ensuite une intolérance à la chirurgie, notamment après sleeve gastrectomie. Ils peuvent avoir des parodontopathies, des délabrements dentaires qui empêchent la mastication et donc là aussi qui vont aggraver la tolérance, enfin qui vont limiter la tolérance de la chirurgie. Donc, comme je vous l'ai dit, alors en France, le seuil qui a été retenu, c'est 9%. Donc, on doit repousser la chirurgie si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 9%. Et puis après se posera la question de l'adaptation des traitements, de la gestion des hypoglycémies et surtout des récidives. On sait que 50% des patients sont perdus de vue, en tout cas pour l'équipe de chirurgie métabolique. J'espère qu'ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Et donc il y a vraiment un risque accru de récidive du diabète si les patients reprennent plus de 20% du poids perdu. Mais ça peut être totalement dissocié du poids. Ça peut être aussi une récidive liée à l'âge. Et puis également, les patients peuvent reprendre du poids sans que le diabète revienne. Donc, ce n'est pas complètement corrélé. Voilà, donc ça, c'est les recommandations de la HAS concernant la gestion des traitements post-opératoires. Donc, il est recommandé de reprendre la metformine, comme pour toutes les diabétiques tout venant, on va dire. Éviter quand même les sulfamides hypoglycémiants qui donnent des hypoglycémies qui font prendre du poids. Les inhibiteurs de DPP4, on a très peu de données, mais en tout cas, comme ils entraînent potentiellement une déshydratation, c'est pas recommandé de les introduire tout de suite après la chirurgie. Les inhibiteurs de SGLT2, je veux dire, on a très peu de données. Les DPP4, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Les inhibiteurs SGLT2, donc, ils peuvent donner une déshydratation, donc on les reprend 1 mois après la chirurgie. Les analogues du GLP1, on peut les reprendre en sachant que, peut-être pas tout de suite parce qu'ils donnent une gastroparésie, mais on peut le reprendre assez rapidement. Et il reste efficace. Bon, l'insuline, on la diminue de moitié en général après la chirurgie, mais on peut la reprendre selon les modalités classiques. Voilà. Et donc, en cas de récidive, c'est pareil. On va privilégier la metformine qui peut entraîner des troubles digestifs, mais on n'a pas l'impression que ça en donne plus que chez les patients tout venant. Et les analogues du GLP1 sont à privilégier parce qu'ils favorisent la perte de poids, bien qu'on ait peu de données à l'heure actuelle sur leurs bénéfices. Mais malgré que le GLP1 soit augmenté après la chirurgie, il semble garder un effet. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolée, j'ai dépassé un tout petit peu mon temps. Donc en conclusion, la chirurgie bariatrique et métabolique font mieux que la diététique sur l'équilibre glycémique, mais aussi sur les comorbidités et les autres facteurs de risque. Le bénéfice ne se résume pas à une rémission du diabète, mais permet aussi un meilleur contrôle, un allègement du traitement. Et voilà. Le bénéfice de telle ou telle chirurgie n'est pas démontré et donc finalement le principal facteur d'amélioration c'est probablement la perte de poids et donc il faut choisir une technique adaptée aux patients, je dirais même un traitement adapté aux patients et non centré sur le diabète et le suivi post-opératoire au long cours est fondamental. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup professeur pour votre présentation très claire et très riche. Et la parole maintenant à la salle pour des questions. Oui, docteur, oui. Merci, professeur Ledoux, pour votre... Bon, je vous entends. Oui. Merci, professeur Ledoux, pour votre présentation. En fait, ma question, c'est la suivante. Au cours de votre premier diapo que vous avez présenté, vous avez dit que le risque de récidive après la chirurgie bariatrique dans le diabète, c'est de 50%. Donc on peut dire pour les autres 50%, c'est une rémission qui est prolongée. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec la chirurgie bariatrique, abandonner la fameuse expression diabétique un jour, diabétique pour toujours? Ou on peut la garder en fait? Non, je pense qu'on peut la garder. D'abord, ce que je vous ai montré, c'est sur 10 ans de recul, mais sur 30 ans, on ne sait pas. Et je pense qu'on reste malgré tout, donc le diabète rentre en rémission, mais on reste diabétique et il suffit qu'on reprenne du poids, qu'on arrête le sport, que n'importe quoi, et le diabète peut revenir chez tout le monde. Donc je pense qu'effectivement, cet adage demeure. Oui, oui, professeur Belkhadir. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors, moi, je pense
parler aussi de façon pratique dans notre pays. Parce que le problème, et vous l'avez bien dit et souligné, c'est l'environnement pour opérer ces patients, pré, per et post-opératoire. Naturellement, les conditions en Europe ne sont pas toujours retrouvées au Maroc s'il n'y a pas de centre de référence, d'équipes entraînées qui travaillent ensemble, parce qu'il ne faut pas aller vite vers la chirurgie, il faut explorer tous les moyens. Et ceci me permet de vous poser la question, est-ce que finalement, les nouveaux traitements médicaux, les possibilités importantes de perte de poids, parce que vous avez axé votre topo sur, finalement, c'est la perte de poids qui est très importante. Tout le reste est plus ou moins réalisable, qu'on soit diabétique ou pas diabétique. Donc finalement, est-ce que l'avenir, c'est que la chirurgie bariatrique, en dehors des excès pondéraux, des obésités morbides, va perdre beaucoup de son intérêt au profit de ces nouveaux médicaments et de ces nouvelles technologies qui apportent un grand bénéfice pour le patient avec moins de risques et moins de soucis post-opératoires. Alors oui, enfin, je partage, enfin, je pense que oui, mais après, voilà, comme je vous dis, on n'a pour l'instant pas d'études randomisées, chirurgie métabolique versus tirzépatide ou sémaglutide à 2,4 mg, mais vu leur efficacité, effectivement, on peut vraiment se poser la question de la place de la chirurgie métabolique à l'heure actuelle. Et comme vous le soulignez, le problème, c'est la préparation à cette chirurgie, c'est le suivi, parce que si les patients sont bien préparés, bien suivis, il y a quand même peu de complications, mais le problème, c'est que en France, on ne fait pas mieux que vous, je pense. On a 50% de perdu de vue à 5 ans, ce qui est énorme. Et donc, ces patients sont vraiment à risque de développer des complications post-opératoires. Donc, c'est un gros problème. Alors, l'autre problème quand même qu'on a pour l'instant, c'est le coût de ces médicaments qui est exorbitant. Là, en France, on vient d'avoir, donc, enfin, on a les deux qui sont commercialisés, le Wegovy, le Mounjaro, et ça coûte 300 € par mois et aucun de nos patients, l'obésité survient dans des populations défavorisées et aucun de nos patients ne peuvent se les offrir, ce qui fait que des patients vont être orientés éventuellement sur une chirurgie par défaut parce qu'ils ne peuvent pas voilà. Donc il va falloir faire un effort sur le coût de ces médicaments dans l'avenir. Oui, j'ai une dernière question, si vous permettez, professeur. Lorsqu'on regarde les indications actuelles de la chirurgie bariatrique de 2024 de la HAS, on continue à préciser noir sur blanc comme quoi c'est en deuxième intention après échec d'un traitement médical, diététique, nutritionnel et psychothérapeutique. Mais pourquoi on n'a pas inclus aussi le traitement pharmacologique et pourquoi on n'a pas dit c'est après échec d'un traitement pharmacologique en plus de ce traitement médical, nutritionnel et diététique? Oui, c'est parce qu'en fait c'est trop récent et qu'on n'a pas de recul et que la HAS se base quand même sur les données publiées et que pour l'instant, voilà, on n'a peut-être pas tout à fait assez de recul là-dessus, mais effectivement, vous avez raison. Ça pourrait. Après, est-ce que ce sera. Ça peut se poser, par exemple, chez quelqu'un qui a 20 ans. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse une chirurgie ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il prenne des médicaments toute sa vie jusqu'à 80 ans? Voilà, c'est peut-être que la place de chacun doit être redéfinie, mais c'est peut-être pas. La chirurgie n'est pas forcément en troisième intention, peut-être en fonction de l'âge du patient. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, professeur, encore une fois, pour votre présentation très, très riche.